question favorite des apologistes traditionalistes de toute catégorie, est-ce encore de la musique, ne mène à rien. Il est cependant concret d'analyser ce qu'est Endkunstung de l'art, praxis qui ne réfléchit pas à l'art et qui, en deçà de sa propre dialectique, est proche de la praxis extra-esthétique. À l'opposé, cette question courante veut empêcher, avec l'aide de son concept abstrait, le mouvement des moments discrètement séparés les uns des autres, en quoi consiste l'art, avec l'aide de son concept suprême abstrait. Cependant, l'art se manifeste présentement de la manière la plus vivante, là où il détruit ce concept. Dans cette décomposition, il est fidèle à lui-même, violation du tabou mimétique de l'impur en tant qu'élément hybride. Le sensorium enregistre l'inadéquation du concept d'art par rapport à celui-ci dans le langage, par exemple dans l'expression chef-d'œuvre de la langue. Un historien de la littérature l'a choisi non sans logique pour les poèmes, mais il violente également ces créations poétiques qui sont des œuvres d'art, et à cause de leur élément discursif relativement indépendant, ne sont pas seulement ni totalement des œuvres d'art. L'art ne s'épuise pas non plus dans les œuvres d'art dans la mesure où les artistes travaillent également à l'art et non seulement aux œuvres d'art. Ce qu'est l'art est même indépendant de la conscience des œuvres d'art elles-mêmes. Des formes fonctionnelles, des objets de culte ne peuvent devenir art qu'à travers l'histoire. Si l'on ne concédait pas ce fait, on se rendrait dépendant de cette autocompréhension de l'art dont le devenir vit dans son concept. La différence établie par Benjamin entre l'œuvre d'art et le document reste pertinente dans la mesure où elle rejette les œuvres qui en soi ne sont pas déterminées par la loi formelle. Mais plusieurs le sont objectivement, même si elles ne se présentent absolument pas comme art. Le nom des grandes expositions documenta, dont les mérites sont considérables, glisse sur la difficulté et favorise cette historisation de la conscience esthétique à laquelle, musées de la contemporanéité, elles veulent s'opposer. Des concepts de ce type, comme l'est entièrement le prétendu classicisme du modernisme, ne conviennent que trop bien à cette perte de tension de l'art après la Deuxième Guerre mondiale, qui déjà se relâche fréquemment au moment de son apparition. Il se plie au modèle d'une époque qui se prépare elle-même à prendre l'étiquette d'ère atomique. L'histoire est constitutive, intelligibilité. Le moment historique est constitutif dans les œuvres d'art. Les œuvres authentiques sont celles qui se livrent sans restriction au contenu matériel historique de leur époque et sans avoir de prétention sur lui. Elles sont l'écriture de leur époque, inconsciente d'elles-mêmes. Ce n'est pas le dernier facteur de leur médiation par rapport à la connaissance, mais il les rend précisément incommensurables à l'historisme qui, au lieu de poursuivre leur contenu historique, les réduit à l'histoire qui leur est extérieure. Les œuvres d'art se laissent expérimenter d'une manière d'autant plus authentique que leur substance historique est davantage celle de l'auteur de l'expérience. L'économie bourgeoise de l'art est idéologiquement aveuglée, même dans l'hypothèse selon laquelle les œuvres d'art qui se trouvent suffisamment loin dans le passé pourraient être mieux comprises que celles de leur époque. Les couches expérimentales que contiennent les œuvres de qualité de notre époque, ce qui veut parler en elles, sont en tant qu'esprit objectif incomparablement plus commensurables aux contemporains que les œuvres dont les principes historico-philosophiques sont étrangers à la conscience actuelle. Plus on veut comprendre intensément Bach, plus il regarde de manière énigmatique et de toute sa puissance vers le passé. Il ne viendrait guère à l'idée d'un compositeur vivant, non corrompu par une volonté stylistique, de composer une fugue qui serait meilleure qu'un exercice scolaire de conservatoire, qu'une parodie ou un cliché misérable du clavecin bien tempéré. Les chocs les plus extrêmes et les gestes de distanciation de l'art contemporain, sismogramme d'une forme de réaction universelle et inéluctable, sont plus proches que ce qui n'apparaît ainsi qu'en vertu de sa réification historique. Ce qui paraît intelligible à tous, c'est ce qui est devenu incompréhensible. Ce que les individus manipulés repoussent, ils ne le comprennent que trop bien. Il y a là une analogie avec l'affirmation de Freud, selon laquelle l'inquiétant est inquiétant parce qu'il est intimement trop familier. C'est pourquoi on le refoule. Ce qui est consacré par-delà l'héritage du voile culturel et en deçà de la tradition occidentale est accepté, expérience simplement disponible et déjà amorcée. Elles connaissent trop bien la convention. Ces choses trop connues ne peuvent plus guère être actualisées. Ces expériences ont avorté au moment même où elles allaient être directement accessibles. L'absence de tension dans leur accessibilité signifie leur fin. On pourrait également démontrer cela dans le fait que les œuvres obscures et totalement incomprises sont exposées dans le panthéon de la classicité et répétées obstinément,
et que les interprétations des œuvres traditionnelles, à l'exception de quelques-unes d'entre elles, de plus en plus rares, sont fausses, absurdes et incompréhensibles d'un point de vue objectif. Pour reconnaître cet état de choses, il est nécessaire de résister en premier lieu à leur apparente intelligibilité qui leur confère une sorte de patine. Le consommateur d'art y est hautement allergique. Il sent, avec quelques raisons, que ce qu'il garde comme sa propriété lui a enlevé, mais il ignore que cela lui a déjà enlevé dès qu'il le réclame comme étant sa propriété. L'étrangeté au monde est un aspect de l'art. Celui qui perçoit l'art autrement que comme étranger au monde ne le perçoit pas du tout. La contrainte à l'objectivation et à la dissociation. L'esprit n'est pas dans les œuvres d'art un élément surajouté, mais établi par leur structure. Cela n'est pas la moindre des causes du caractère fétichiste des œuvres d'art. En résultant de leur constitution, l'esprit apparaît nécessairement comme un étant en soi, et les œuvres ne sont œuvres d'art que dans la mesure où il apparaît comme tel. Elles sont cependant, avec l'objectivité de leur esprit, quelque chose de fait. La réflexion doit autant comprendre le caractère fétichiste, le sanctionner, pour ainsi dire, comme expression de leur objectivité, que l'analyser de manière critique. Dans cette mesure se mêle à l'esthétique un élément anti-artistique, dont l'art n'est pas dupe. Les œuvres d'art organisent le non-organisé, elles soutiennent et le violentent. En suivant leur constitution comme artefact, elles se heurtent à elles. La dynamique de toute œuvre d'art inclut en soi est ce qui parle en elle. Un des paradoxes des œuvres est que, dynamiques en elles-mêmes, elles sont pourtant fixées, alors que c'est en se fixant qu'elles s'objectivent. De même, plus on les observe avec insistance, plus elles deviennent paradoxales. Toute œuvre est un système de contradictions. Leur devenir lui-même ne pourrait se représenter sans fixation. Les improvisations se contentent habituellement de se juxtaposer et, pour ainsi dire, de piétiner. L'écriture et la notation, vues de l'extérieur, déconcertent par un étant-là paradoxal qui, selon sa signification, est un devenir. Les impulsions mimétiques qui meuvent l'œuvre d'art s'intègrent à elle et à nouveau la désintègrent, sont une expression provisoirement privée de langage. Elles ne deviennent langage que par l'objectivation en tant qu'art. En tant que salut de la nature, cette objectivation proteste contre ce caractère éphémère de l'art. L'œuvre devient semblable au langage dans le devenir de la liaison de ses éléments, syntaxe sans proposition, même dans les œuvres du langage. Ce que disent celles-ci n'est pas ce que disent leurs paroles. Dans le langage vide d'intention, les impulsions mimétiques se transmettent à la totalité qui les synthétise. En musique, un événement ou une situation peuvent ultérieurement constituer en quelque sorte en quelque chose de monstrueux, un développement antérieur, même si celui-ci ne l'était absolument pas en soi. Cette métamorphose rétrospective est une métamorphose par l'esprit des œuvres. Elle est exemplaire. Les œuvres d'art se distinguent des formes qui constituent la base de la théorie psychologique, et en ce qu'en elles, les éléments, comme cela peut se produire dans celle-ci, ne se conservent pas seulement avec une quelconque autonomie. Pour autant qu'ils apparaissent, ils ne sont pas immédiatement donnés comme doivent l'être les formes psychiques. En tant médiatisés par l'esprit, il s'établit entre eux un rapport contradictoire qui se présente comme s'il tendait à le résoudre. Les éléments ne se trouvent pas en juxtaposition, mais entrent en friction les uns par rapport aux autres ou bien s'attirent mutuellement, soit que l'un veuille l'autre, soit qu'il le repousse. Cela seul constitue la contexture des grandes œuvres ambitieuses. La dynamique des œuvres d'art est l'élément qui parle en elles, et par la spiritualisation, ces œuvres acquièrent les traits mimétiques de leur esprit en premier lieu asservis. L'art romantique espère conserver le moment mimétique en ne le médiatisant pas par la forme et dit au travers de la totalité ce que le détail n'est plus guère capable de dire. Il ne peut malgré tout se contenter d'ignorer la contrainte à l'objectivation. Il réduit à la dissociation ce qui se refuse objectivement à la synthèse. Mais s'il se dissocie en détail, il n'incline pas moins vers quelque chose d'abstraitement formel, en opposition à ses qualités superficielles. Chez Schumann, l'un des plus grands compositeurs, cette qualité s'associe essentiellement avec la tendance à la décomposition. La pureté avec laquelle son œuvre exprime l'antagonisme, non réconcilié, lui confère la puissance de son expression et sa classe. C'est précisément à cause de l'être pour soi de la forme que l'œuvre d'art romantique régresse derrière l'idéal classique qu'il rejette comme formaliste. La médiation de la totalité et des parties y était recherchée beaucoup plus expressément, non pas évidemment sans posséder des traits de résignation aussi bien de la totalité, qui s'orientait en fonction de type, que du détail, découpé sur la totalité. Les
formes de dégénérescence du romantisme tendent toujours vers l'académisme. Sous cet aspect, une typologie rigoureuse des œuvres d'art s'impose alors. Un type part d'en haut de la totalité pour descendre vers le bas, l'autre se meut dans la direction opposée. Le fait que les deux types se maintiennent, pour ainsi dire distincts l'un de l'autre, est attesté par l'antinomie qui les engendre et n'est réductible par aucun des types. Impossibilité de réconcilier l'unité et la particularisation. Beethoven a fait face à une antinomie en disqualifiant le détail par affinité avec l'esprit bourgeois et mûr des sciences de la nature, au lieu de l'effacer schématiquement selon la praxis prédominante du siècle précédent. Il ne s'est pas contenté ainsi d'intégrer la musique au continuum d'un élément en devenir et de préserver la forme de la menace croissante de l'abstraction vide. En tant que moment en déclin, les moments particuliers se fondent l'un dans l'autre et déterminent la forme par leur déclin. Impulsion vers la totalité, le détail chez Beethoven et à nouveau n'est pas quelque chose qui devient ce qui n'est en soi-même que dans le tout, mais tend vers une indétermination relative des purs rapports fondamentaux de la tonalité jusqu'à la morphe. Si l'on écoute au lit de suffisamment près sa musique articulée à l'extrême, on s'aperçoit qu'elle ressemble à un continuum du néant. Le tour de force de toutes ces grandes œuvres est que la totalité du néant se détermine, littéralement à la manière hegelienne, en une totalité de l'être, mais seulement comme apparence, non avec la prétention d'une vérité absolue. Cette prétention est cependant pour le moins suggérée par la rigueur immanente comme un contenu supérieur. C'est tout autant l'élément diffus et insaisissable à l'état latent que la puissance envoûtante qui le contraint à se manifester, qui représente sous forme de polarité le moment de la nature. Face au démon, au compositeur sujet qui forge les boulets et les projette, se trouve l'élément indifférencié des unités les plus petites dans lesquelles se dissocie chacune des phrases, de sorte qu'à la fin ne reste plus aucun matériau, mais le système de référence nu des rapports tonaux fondamentaux. Toutefois, les œuvres d'art sont également paradoxales dans la mesure où leur dialectique n'est même pas littérale, où elle ne se déroule pas comme l'histoire leur modèle secret. À partir du concept d'artefact, leur dialectique se reproduit dans des œuvres existantes, au contraire du processus qu'elles sont simultanément. Paradigme du moment illusoire de l'art. Partant de Beethoven, on pourrait extrapoler le fait que d'après leur praxis technique, toutes les œuvres authentiques sont des tours de force. Maints artistes de la période bourgeoise tardive, comme Ravel et Valéry, ont reconnu cela comme étant leur devoir. Le concept d'artiste retrouve ses origines. Le tour de force n'est pas une forme première de l'art, ni une aberration, ni une dégénérescence, mais est le secret de l'art qu'il tait pour ne le livrer qu'à la fin. La réflexion provocatrice de Thomas Mann, selon laquelle l'art est une farce du plus haut niveau, est une allusion à cela. Les analyses technologiques comme les analyses esthétiques deviennent fructueuses en ce qu'elles perçoivent le tour de force existant dans les œuvres. Au niveau formel le plus élevé se répète l'acte du cirque si méprisé, vaincre la pesanteur ainsi que son absurdité évidente. La question « Pourquoi tout cet effort ?» est déjà véritablement le caractère énigmatique esthétique. Tout cela s'actualise dans les problèmes de l'interprétation artistique. Exécuter adéquatement une pièce de théâtre où une musique signifie les formuler comme problème de telle sorte que soient reconnues les exigences contradictoires que ce problème pose aux interprètes. Le devoir d'une restitution authentique est par principe infini. L'unité et la pluralité. Par son opposition à l'empirique, toute œuvre d'art se fixe, pour ainsi dire, programmatiquement son unité. Ce qui passait au travers de l'esprit se définit comme un contre le caractère naturel médiocre du contingent et du chaotique. L'unité est plus que simplement formelle. Grâce à elle, les œuvres d'art échappent au chaos mortel. L'unité des œuvres d'art constitue leur césure par rapport au mythe. Elles atteignent en soi et selon leur détermination immanente cette unité qui est imprimée dans les objets empiriques de la connaissance rationnelle. L'unité émerge de leurs éléments de la pluralité. Elle n'extirpe pas le mythe, mais l'apaise. Lorsqu'on dit qu'un peintre s'y entend pour composer en unité harmonique les figures d'une scène, ou que le point d'orgue employé dans un prélude de Bach au bon moment et au bon endroit et d'un heureux effet, même Goethe ne dédaignait pas parfois des formules de ce type, on s'exprime de manière un peu démodée et provinciale parce qu'on reste en deçà du concept d'unité immanente et qu'on avoue par là même un excès d'arbitraire dans toute œuvre. De telles déclarations sont une louange à la tare d'innombrables œuvres, mais
même si cette tare est constitutive, l'unité matérielle des œuvres d'art est d'autant plus un leurre que leurs formes et leurs moments sont davantage des lieux communs et ne proviennent pas immédiatement de la complexion de l'œuvre particulière.